Peut-on vraiment surveiller un ancien chef d'État? Ou bien les réseaux du pouvoir africain plongent-ils plus profond qu'on ne l'imagine, tissant des liens invisibles qui traversent frontières, régimes et générations? Cette question, brûlante, s'invite aujourd'hui au cœur de l'actualité du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest tout entière. Le 3 janvier, le Burkina Faso est secoué par une tentative de coup d'État, doublée d'un projet d'assassinat contre Ibrahim Traoré. Immédiatement, les soupçons convergent vers Paul-Henri Sandaogo Damiba, ex-président renversé, exilé au Togo depuis la fin de l'année 2022. Cette figure, déjà familière des crises politiques, refait surface dans un scénario qui rappelle d'autres épisodes sombres de l'histoire africaine. L'affaire prend vite une tournure dramatique. Damiba est arrêté, puis expulsé discrètement du Togo. Pourtant, ni Lomé ni Ouagadougou ne communiquent officiellement sur ce transfert, laissant planer un silence lourd sur les raisons exactes de son extradition et sur sa situation actuelle. Ce mutisme rappelle d'autres moments d'incertitude régionale, comme la fuite précipitée de Mobutu Sese Seko en 1997 ou la disparition de Charles Taylor avant son procès. Ce qui est certain, c'est que Damiba vivait sous étroite surveillance. Confiné dans une résidence hautement sécurisée à Lomé, il était censé être tenu à l'écart de toute intrigue politique. Pourtant, il est aujourd'hui accusé d'avoir, depuis son exil, orchestré ce coup d'État sanglant. Un paradoxe qui soulève de multiples questions sur l'efficacité réelle des mesures de sécurité et sur la capacité des anciens dirigeants à manipuler les réseaux depuis l'ombre. Comment un homme étroitement surveillé a-t-il pu tirer les ficelles d'un complot aussi audacieux? Failles dans le dispositif togolais, complicité au sommet ou jeu trouble de puissance régionale, le mystère demeure et les soupçons s'intensifient sur l'implication d'acteurs extérieurs. Ce genre de situation n'est pas inédit. En 1966, le Ghana fut secoué par un putsch surprise, alors que l'ex-président Kwame Nkrumah, en exil, continuait, selon la rumeur, d'influencer les événements depuis la Guinée. Ignorer ces manœuvres dans l'ombre, c'est risquer de sous-évaluer la fragilité de la stabilité au Sahel et l'influence de forces invisibles sur l'avenir de toute une région. L'histoire regorge d'exemples où des complots ourdis à distance ont changé le visage d'un pays. La révolution iranienne de 1979, par exemple, fut en partie orchestrée depuis Paris, où l'ayatollah Khomeini préparait son retour. Pour saisir ce qui se joue vraiment derrière cette affaire, il faut plonger dans le contexte brûlant du Burkina Faso et de ses voisins, là où ambition locale et stratégie géopolitique s'entrecroisent. Comprendre les ressorts de cette crise, c'est aussi saisir les enjeux globaux qui dépassent le simple affrontement entre deux hommes. Que s'est-il réellement passé lors de la nuit du 3 janvier à Ouagadougou? Pour comprendre les ramifications de cette crise, il faut remonter aux origines du pouvoir de Traoré. Pourquoi le Burkina Faso est-il devenu le point de convergence des luttes d'influence et des coups d'État en Afrique de l'Ouest? Pour le comprendre, il faut remonter à l'histoire récente d'un pays ballotté par des crises aiguës, où l'instabilité politique s'est enracinée depuis plus d'une décennie. Cette instabilité, entretenue par une succession de putschs, rappelle la période trouble vécue par le Nigeria entre 1966 et 1993, où les renversements de chefs d'État étaient presque annuels. En septembre 2022, un nom surgit soudain, Ibrahim Traoré. Ce capitaine, inconnu du grand public, renverse le lieutenant-colonel Damiba à Ouagadougou et s'empare du pouvoir. Encore un coup d'État, un de plus dans une longue série qui secoue le Burkina Faso depuis son indépendance. Déjà, dans les années 80, Thomas Sankara avait marqué les esprits par son arrivée au pouvoir à la faveur d'un putsch, avant d'être lui-même victime d'un coup d'État orchestré par Blaise Compaoré. Mais ce qui sidère, c'est la répétition quasi mécanique des tentatives de putsch. Depuis la chute du président Compaoré, le pays a subi plus de 20 tentatives, dont 7 officiellement reconnues. Chaque année, de nouveaux complots émergent, exposant la vulnérabilité du pouvoir et la méfiance envers les institutions, sur fond de lutte féroce entre factions rivales. Cette instabilité chronique rappelle celle de la République centrafricaine, où depuis l'indépendance, aucun président n'a quitté le pouvoir sans être renversé ou exilé.
à cette fragilité interne s'ajoute une pression extérieure sans précédent. Le Burkina Faso, cœur du Sahel, est submergé depuis près de 10 ans par la violence des groupes armés, les réseaux de trafiquants et les ingérences internationales. Puissances occidentales et régionales se disputent l'influence, souvent au détriment de la souveraineté locale. La présence militaire étrangère, les jeux d'alliances opaques et la prolifération des armes rendent la situation explosive. Il suffit de rappeler l'opération Barkhane, menée par la France, ou encore les incursions de mercenaires étrangers, pour mesurer l'ampleur des défis sécuritaires. Dans ce chaos, l'arrivée d'Ibrahim Traoré marque une rupture. Contrairement à ses prédécesseurs, il mise massivement sur le renseignement, la sécurité et la technologie, notamment par l'acquisition de drones pour surveiller et défendre le territoire. Cette modernisation vise à restaurer l'autorité de l'État, mais aussi à affirmer une nouvelle indépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Par exemple, la coopération renforcée avec la Russie, matérialisée par des contrats d'armement et de formation, inquiète les partenaires traditionnels du Burkina Faso. Pourtant, ignorer ce contexte, c'est manquer l'essentiel. Le Burkina Faso n'est pas qu'une scène de putsch. Il incarne aujourd'hui la lutte vitale pour la souveraineté du Sahel. Ici s'affrontent ambitions individuelles, réseaux d'influence et aspirations populaires à la sécurité et à la dignité. Le peuple burkinabé, en manifestant à plusieurs reprises pour réclamer la fin de l'ingérence étrangère, prouve que la rue joue un rôle central dans l'arbitrage du pouvoir. L'extradition de Damiba, suite à la tentative de putsch du 3 janvier, va révéler les jeux de pouvoir souterrains et les alliances cachées qui redessinent la région. Pour comprendre jusqu'où ces tensions peuvent aller, il faut explorer ce qui s'est vraiment passé dans l'ombre du palais présidentiel. Au-delà de l'aspect spectaculaire, ce sont les équilibres de toute la région qui se jouent. Peut-on vraiment organiser un coup d'État depuis une villa ultra surveillée, ou assiste-t-on à une complicité tacite de certains États de la région? Cette question dérange, car elle expose les failles et les angles morts du système ouest-africain. Elle rappelle le cas de Jean Bédel Bokassa, qui, même depuis son exil en Côte d'Ivoire, tentait de peser sur la politique centrafricaine. Depuis le mois d'octobre de l'année 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba résidait en exil dans une vaste propriété sécurisée au Togo, une villa transformée en citadelle où chaque mouvement était observé. Plusieurs sources affirment qu'il y était confiné, ses déplacements limités, ses communications contrôlées. Le dispositif, comparable à la surveillance imposée à Laurent Gbagbo lors de son assignation en résidence surveillée à Korogo, semblait infaillible. Pourtant, le 3 janvier dernier, Ouagadougou a été secoué par une tentative de coup d'État sanglante. Damiba, censé être sous contrôle strict, est accusé d'en avoir été le chef d'orchestre. Comment expliquer ce paradoxe? Soit la surveillance était factice, soit certains ont détourné le regard au moment crucial. L'histoire nous enseigne que les murs les plus épais n'arrêtent pas toujours la volonté politique. En 1968, l'opposant Amilcar Cabral, exilé à Conakry, organisait la guérilla en Guinée-Bissau, malgré la vigilance des autorités portugaises. Son extradition vers le Burkina Faso s'est déroulée dans une opacité troublante. Aucun communiqué officiel du Togo ni du Burkina Faso n'a expliqué ce transfert précipité. L'absence d'informations claires nourrit toutes les spéculations et entretient le doute dans les opinions publiques. Cette absence de transparence rappelle l'affaire Hissène Habré, dont l'extradition du Sénégal vers le Tchad avait suscité de vives polémiques. Au-delà du putsch avorté, des rumeurs persistantes murmurent que Damiba aurait pactisé avec des groupes terroristes présents dans la sous-région. Est-ce une manœuvre d'influence, un levier de déstabilisation ou l'effet pervers d'alliances troubles? Ce type d'alliance n'est pas inédit. Dans les années 2000, certains ex-chefs de guerre du Libéria et de la Sierra Leone jonglaient entre politique officielle et réseaux criminels pour assurer leur survie et leur influence. Le rôle du Togo interroge, tout comme celui de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Ont-ils été de simples témoins passifs, ou ont-ils laissé circuler discrètement certaines informations, certains soutiens? Ce silence alimente la méfiance et fragilise la solidarité régionale. Historiquement, des alliances discrètes ont souvent pesé lourd. Durant la crise ivoirienne,
des soutiens discrets venus du Burkina Faso voisin avaient contribué à l'issue du conflit. Au même moment, au Burkina Faso, le rétablissement de la peine de mort marque une rupture brutale. Ce geste, à la fois message de fermeté et d'alerte, soulève aussi des inquiétudes. La justice restera-t-elle impartiale ou cédera-t-elle à l'arbitraire et à la vengeance? La question de la justice transitionnelle se pose, tout comme elle s'était posée lors du procès de Blaise Compaoré ou dans l'affaire du procès d'Hissène Habré à Dakar. Ignorer ces failles, c'est ouvrir la porte à de nouveaux complots, accentuer la fragilité de la paix et laisser filer le contrôle du destin africain. Les fractures deviennent béantes, entre la sécurité affichée et la vulnérabilité réelle, entre alliances proclamées et connivences cachées. Ce constat n'est pas nouveau. Il rappelle les fractures observées lors du printemps arabe, où l'apparente stabilité cachait des réseaux souterrains prêts à tout bouleverser. Mais jusqu'où cette affaire peut-elle bouleverser le futur du Burkina Faso et l'équilibre déjà précaire du Sahel? Pour répondre, il est nécessaire de prendre la mesure de tous les scénarios envisageables, en s'appuyant sur des parallèles historiques et des analyses prospectives. Pour mesurer la portée de cette affaire, il faut revenir sur les réseaux d'influence qui traversent la région et sur les pressions qui pèsent sur chaque État. Les prochaines semaines pourraient être décisives. Le précédent malien, où l'éviction d'Ibrahim Boubacar Keïta fut suivie d'une recomposition rapide des alliances, montre que tout peut basculer en quelques jours. Et si la chute de Damiba n'était que le prélude à un affrontement beaucoup plus vaste pour l'avenir du Burkina Faso et du Sahel tout entier? L'extradition du lieutenant-colonel soulève déjà de multiples scénarios, chacun lourd de menaces ou d'espoir pour le pays, ses voisins et même l'Afrique tout entière. Si Damiba est jugé, puis condamné pour tentative de coup d'État et d'assassinat, le signal envoyé serait sans précédent. L'impunité des putschistes pourrait toucher à sa fin. Cela démontrerait que le Burkina Faso, mais aussi l'Afrique de l'Ouest, sont capables d'imposer la justice, y compris face à leurs propres anciens chefs. Un tel acte renforcerait l'autorité de l'État burkinabé et pourrait inspirer d'autres nations secouées par les coups de force à défendre leur souveraineté. On pourrait voir émerger des mouvements similaires à ceux de la Tunisie post-Ben Ali, où la justice a tenté, parfois difficilement, de solder les comptes du passé. Mais le danger d'un effet domino reste palpable. Les réseaux fidèles à Damiba, sentant leur pouvoir menacé, pourraient chercher à déstabiliser le processus à travers des manœuvres souterraines, voire des représailles violentes. Cette instabilité n'épargnerait pas seulement Ouagadougou. Toute la région pourrait s'embraser, alimentée par des ambitions de revanche ou des alliances cachées forgées dans la tourmente récente. Le cas de la Libye post-Kadhafi, où les alliances tribales ont plongé le pays dans le chaos, doit servir d'avertissement. Les relations entre le Burkina Faso et le Togo, déjà fragiles, sont désormais sous tension maximale. L'extradition s'inscrit dans une séquence où chaque geste diplomatique est examiné à la loupe. Un simple faux pas pourrait pousser la Côte d'Ivoire, aussi préoccupée par la sécurité régionale, à s'impliquer plus activement, compliquant encore le fragile équilibre géopolitique du Sahel. Au-delà des frontières, c'est la stabilité du rêve révolutionnaire du Sahel qui vacille. Si la justice burkinabé échoue ou se laisse détourner, la confiance dans la renaissance africaine serait profondément ébranlée. Les ennemis du changement, qu'ils soient internes ou venus de l'extérieur, auraient alors un prétexte tout trouvé pour discréditer l'aspiration à une Afrique souveraine. Ce fut le cas lors de l'échec de la transition démocratique en Égypte après le printemps arabe, où le retour de l'autoritarisme a miné l'élan populaire. Mais à l'inverse, une gestion irréprochable du dossier Damiba pourrait déclencher un mouvement positif. D'autres pays, mûrs pour la souveraineté, y verraient l'exemple d'un chemin possible vers l'autodétermination. Le Burkina Faso deviendrait alors un modèle d'intégrité et de résilience, influençant la balance des forces sur le continent. Le Rwanda post-génocide, par exemple, est souvent cité comme un modèle de reconstruction et de fermeté judiciaire. Désormais, tout se joue sur la scène judiciaire et politique. Un échec ou une dérive du processus risquerait de ruiner le crédit chèrement acquis par Ouagadougou, de stimuler de nouvelles tentatives de déstabilisation et de décourager les citoyens africains de croire en un changement durable.
La vigilance doit donc être totale, à chaque étape. À ce stade, chaque décision sera scrutée, chaque hésitation exploitée. Mais dans l'ombre, d'autres acteurs se préparent déjà à tirer parti du chaos ou de l'élan nouveau. Les réseaux diasporiques, les multinationales et même des puissances étrangères attendent leur heure pour influencer l'issue. À qui profite réellement l'instabilité chronique en Afrique? Cette question n'est pas seulement géopolitique, elle concerne chaque citoyen, chaque voix. Car si la région du Sahel vacille, c'est l'ensemble du continent qui risque d'en payer le prix. La déstabilisation du Mali, par exemple, a eu des répercussions jusque dans le golfe de Guinée, fragilisant des pays auparavant épargnés par les conflits. Face à la multiplication des alliances troubles et des interventions obscures, il devient vital d'aiguiser notre vigilance. Comprendre les jeux de pouvoir, c'est déjà commencer à s'en libérer. Mais que pouvons-nous faire, concrètement, pour inverser la tendance? Premièrement, exiger la transparence doit devenir notre mantra. Un gouvernement qui agit dans l'ombre offre un terrain fertile à la corruption et aux manipulations venues de l'extérieur. Sans un contrôle citoyen, les dérives se multiplient et l'espoir d'un État souverain s'éloigne. Par exemple, en Afrique du Sud, la force des commissions d'enquête publique a permis de dévoiler des scandales majeurs, comme celui de la state capture. Deuxièmement, la légitimité politique ne se décrète pas, elle se construit avec le peuple. Aucun chef d'État ne peut durablement gouverner sans la confiance de la nation. Nos voix, nos mobilisations, notre capacité à questionner les décisions pèsent plus lourd qu'on ne l'imagine. Les mouvements citoyens comme le Balai citoyen au Burkina Faso ou Y en a marre au Sénégal ont souvent montré leur capacité à faire pression sur les dirigeants. Troisièmement, les médias indépendants sont un rempart essentiel. Dans un contexte où les vérités officielles sont souvent incomplètes, ces acteurs dévoilent les réseaux d'influence et éclairent les zones d'ombre. Soutenir et consulter ces médias, c'est refuser la manipulation et défendre la souveraineté de l'information. Des plateformes telles que Africable ou des collectifs de journalistes d'investigation jouent un rôle crucial dans la réappropriation de l'espace public. Quatrièmement, l'unité régionale reste une arme redoutable contre les ingérences. Lorsque les pays africains parlent d'une seule voix, ils renforcent leur position face aux pressions extérieures, qu'elles soient économiques, diplomatiques ou militaires. L'histoire l'a prouvé. L'isolement nourrit l'exploitation, l'union inspire la confiance. L'Union africaine, malgré ses limites, a parfois su imposer des médiations décisives, comme lors de la crise kenyane en 2008. Enfin, jamais il ne faut sous-estimer la force d'un peuple déterminé. C'est par l'engagement quotidien, la mobilisation et le débat public que l'Afrique pourra contrer les réseaux obscurs et les intérêts cachés. Rester passif, c'est céder sa souveraineté à d'autres, parfois bien loin des préoccupations du peuple. L'exemple du printemps arabe, malgré ses échecs, montre que la mobilisation populaire peut faire vaciller les pouvoirs les plus enracinés. Le choix est entre nos mains, accepter l'opacité ou réclamer la lumière, laisser d'autres écrire notre histoire ou imposer un nouvel avenir pour le continent. Chaque geste compte, chaque initiative peut inspirer une transformation durable. Pour conclure, revenons à l'essentiel. Comment chacun peut, à son échelle, défendre la liberté, la sécurité et le progrès en Afrique? La prochaine étape, c'est d'identifier les leviers d'action concrets. Quels gestes, quelles alliances, quelles initiatives individuelles ou collectives peuvent réellement changer la donne? Par exemple, créer des réseaux d'alerte citoyenne, soutenir les lanceurs d'alerte, s'engager localement dans des associations de défense des droits humains ou participer à des forums de dialogue régional. L'Afrique se décide ici, maintenant. Chaque voix pèse dans la balance. Ce sont parfois les petites actions locales qui, mises bout à bout, finissent par former une force irrésistible. L'affaire de l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba n'est pas un simple épisode de plus. Elle dévoile les fractures profondes autour de la souveraineté, de la sécurité et de la crédibilité des États africains. Rester passif, c'est accepter la continuité des ingérences et des déséquilibres qui sapent le continent.
Il est temps de s'inspirer des réussites collectives, comme la médiation régionale qui permit la fin de la guerre civile en Sierra Leone, pour inventer de nouvelles solutions. Notre force collective, c'est l'engagement. Refuser de s'informer ou de participer au débat, c'est céder le terrain à ceux qui écrivent l'histoire à notre place. S'exprimer, questionner, c'est déjà reprendre du pouvoir face à ceux qui veulent voir l'Afrique fragmentée et sous influence. L'inaction laisse les réseaux obscurs agir sans entrave, au détriment du progrès collectif. Pourtant, chaque prise de parole, chaque partage, chaque réflexion individuelle nourrit une conscience commune. C'est ainsi que naît une Afrique plus forte, plus lucide, plus maîtresse de son destin. Il appartient à chacun de choisir d'être acteur ou spectateur de cette histoire en marche. Renseignez-vous, échangez, refusez la résignation. L'avenir du Sahel, du Burkina Faso et de toute l'Afrique dépend de notre vigilance et de notre engagement. Le statu quo n'est jamais inévitable. Il est le résultat du silence. L'histoire l'a montré tant de fois. Ceux qui font tomber les murs de l'oppression sont toujours ceux qui osent briser le silence. Ensemble, écrivons la suite. La lumière sur les zones d'ombre, la mobilisation contre les réseaux obscurs et la confiance retrouvée en notre souveraineté. Voilà les clés pour bâtir une Afrique nouvelle,